Bonsoir, JP. Bonsoir, Jean-François. Vraiment content de te retrouver. Bien, pareillement. Tu as l'air en forme. Oui, en pleine forme. Une grosse équipe ce soir. Une grosse équipe, écoute, ça s'enchaîne un après l'autre. Comme disait Julie tantôt, c'est tellement plaisant de rencontrer tout le monde. Les conjoints sont là aussi. Oui. Conjointes. C'est vraiment plaisant. Là. On est vraiment content de te voir en forme aussi. Tu n'étais pas là la semaine dernière. Oui. Des fois, on dit qu'il y a un petit peu plus de peur que de mal, je pense. Oui, c'est ça, mais quand même. Ça a fait du bien. Fallait pas prendre de chance, fallait être vigilant. Puis, Mon épouse dit toujours qu'il faut écouter notre corps. Alors, c'est bon, les vacances sont arrivées, on va s'en poser un petit peu. Effectivement. Ce soir, Jean-Pierre, on commence avec Israël. Oui, on va cruncher ce soir. J'ai gardé quelque chose que j'avais sorti la semaine dernière. On ne pouvait pas passer. Pas ce travail-là pour rien. Il faut. Non. J'ai vraiment rapetissé pour être capable de fitter dans le 7, 8, 9 minutes. Là. Ouais. Alors, on commence avec Israël. Alors que les États-Unis s'orientent vers un contrôle plus strict des armes à feu, Israël, de son côté, cherche à faciliter le port d'armes. Le pays a connu une augmentation de 600 % des demandes d'armes à feu. C'est survenu après une vague d'attaques terroristes des 6 semaines qui a entraîné 19 meurtres. Et la majorité des attaques ont été arrêtées par des tirs de civils. Sérieux? C'est important, ça, là. Alors, le premier ministre Naftali Bennett a appelé la population à se protéger et Bennett a dit « Ouvrez les yeux. Quiconque a un permis de port d'armes, c'est le moment de porter votre arme. » Oui, Bennett, il ne sera pas là pour longtemps. Là. Non, bien, c'est ça. Là, on le sait que le gouvernement est tombé, là, parce qu'il y avait des défections dans son parti de plus en plus. Oui. Alors là, c'est tombé, puis il retourne aux élections, là. Mais présentement, c'est encore lui. Alors, il dit aux gens de bien s'armer, puis de porter les armes. En Israël, le débat sur les armes à feu est différent des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est protégé par le deuxième amendement de la Constitution. Puis en Israël, les citoyens n'ont pas le droit de se défendre, à moins que l'État ne l'approuve. Donc, c'est pas tout à fait pareil comme les États. Et ça me fait penser qu'on voit ça dans la Bible aussi, dans le livre d'Esther. Dans Esther 8, le verset 11, ça dit « Le roi Assuérus y autorisait les Juifs à se rassembler et à se défendre. » Pour protéger leur vie, il y a eu le décret, puis ils allaient tous être massacrés. Puis là, il fallait qu'il y ait une autorisation du roi pour se défendre. Alors, ce qu'il disait dans l'article aujourd'hui, wow. Tu as vu le parallèle avec... Ben oui, c'est vraiment... ça date de longtemps, là. Tu amènes maintenant aux États-Unis. Oui, la Cour suprême a annulé aujourd'hui une loi dans l'État de New York qui imposait des restrictions strictes au port des armes à feu. On a vu ça, ça vient de sortir aujourd'hui. Oui, j'ai vu ça. Et comme Israël, alors on voit qu'en haut du gouvernement, la Cour suprême de plus en plus prend des décisions qui ne vont pas avec le gouvernement. Oui. Et puis, mais en même temps qu'eux font ça, qui ont dit que le port d'armes va être légal à New York, à Washington, les sénateurs, eux autres, ils sont parvenus à un compromis bipartisan sur le projet de loi sur la violence des armes à feu. Les négociateurs au Sénat pourraient permettre l'adoption d'ici la fin de la semaine d'un ensemble de mesures progressives, mais historiques, qui seraient la réponse au Congrès des fusillades qui viennent d'avoir au Texas et à New York, qui ont secoué la nation. Il y a 14 républicains qui se sont joints aux 48 démocrates et 2 indépendants pour arriver à s'entendre. Alors, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas touché à ça, les armes. Et puis là, il semble y avoir une entente. Alabama, ce soir, je vais regarder un peu l'aspect des gouvernements. Ouais. Puis je suis allé chercher dans l'histoire, parce qu'on dit qu'un peuple qui oublie son histoire n'a pas d'avenir. Alors, je suis allé chercher dans l'histoire une expérience qu'il y a eu en Alabama. C'est l'expérience de Tuskegee, l'infâme étude sur la syphilis. Je ne sais pas si tu l'avais entendu parler, là. Cette étude-là, la syphilis non traitée chez les hommes noirs, a été menée de 1932 à 1972 par le Service des États publics des États-Unis et le CDC. Donc, ça fait longtemps qu'ils sont là. L'expérience a débuté en 1932, à une époque où il n'existait aucun traitement connu pour la syphilis, une maladie vénérienne contagieuse. Après avoir recruté par la promesse des soins médicaux gratuits, ça va passer un hot dog, là, 600 Afro-Américains du comté de Macon en Alabama ont été inscrits au projet qui visait à étudier la progression complète de la maladie. Les chercheurs n'ont fourni aucun soin alors que les hommes mouraient, devenaient aveugles, fous, connaissaient d'autres problèmes graves dus à la syphilis non traitée. Les participants étaient principalement des métayers et beaucoup d'entre eux n'avaient jamais consulté un médecin auparavant.
il y a 399 hommes qui étaient atteints d'une syphilis asymptomatique, qu'on dit, et un groupe de 201 autres qui n'avaient pas la maladie. Les hommes étaient suivis par des agents de santé, mais ne recevaient que des placebos, tels que de l'aspirine, des suppléments minéraux, malgré le fait que la pénicilline soit devenue un traitement recommandé pour la syphilis en 1947, donc c'est 15 ans après le début. L'étude a duré 40 ans. Wow. Les chercheurs ont convaincu les médecins locaux de ne pas traiter les participants. Pensez-y, là, c'est une étude du gouvernement qui étudie sur ces hommes-là, puis là, il y a une entente avec les médecins, ça te rappelle-tu quelque chose, là? Ben oui. Qu'on ne traite pas, malgré qu'il y avait la pénicilline. Là, plus ça change, plus c'est pareil. C'est ça, donc on parle en 1932. Là. Ah. Ce n'est qu'au milieu des années 60 qu'un enquêteur à San Francisco, Peter Buxton, a découvert l'étude Tuskegee. Et puis, lui, il en a parlé à un journaliste qui en a parlé à John Heller de l'Association Press, qui a révélé l'histoire en 1972, suscitant l'indignation du public, forçant l'arrêt définitif du projet. À cette époque, 28 participants avaient succombé à la syphilis, 100 autres étaient décédés des complications, 40 conjoints avaient été diagnostiqués et la maladie avait été transmise chez 19 enfants à la naissance. Tablette. En 1973, on a les héritiers qui ont reçu un dédommagement, 10 millions de dollars. Entre autres, de nouvelles directives ont été publiées pour protéger les sujets humains lors de projets de recherche financés par le gouvernement. Ouais, quand tu dis sujet humain, c'est absolument pas très, très positif. Ça. Non, c'est ça. Mais c'est vraiment par le gouvernement, là. Et on voit ici M. Bill Clinton, lui, qui a présenté ses excuses en 1997 en déclarant que le gouvernement des États-Unis avait fait quelque chose qui était mal, profondément, moralement mal. Alors, ils ont reconnu, mais c'est terrible ce qui s'est passé là. C'est parce qu'ils vont présenter leur excuse. Entre les gouvernements et les médecins. C'est parce qu'ils vont leur présenter leur excuse prochainement aussi. Bien là, j'ai trouvé un peu un genre de parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui. Puis, tu sais, quand tu dis que le gouvernement a fait ça, ils disent on n'en parle pas, hush, hush. On s'entend avec les médecins. C'est pas un genre de complot, ça, justement. Bien, c'est un complot. Bien oui, c'est clair. Donc, mais là, c'est clair et ils ont dû s'excuser, tout ça. Donc, c'est arrivé dans l'histoire. Imagine. Ça, c'est une histoire, mais il y en a plein d'autres, là. Alors, ma question pour nos auditeurs, devons-nous faire confiance à nos gouvernements les yeux fermés? Peux-tu te répondre? Ça m'a emmené cette semaine à LCN. La santé publique aurait caché des informations sanitaires d'importance. Le docteur Horacio Arruda, alors directeur national de la santé publique, aurait demandé que des données sur le grand nombre de cas de cancer à Rouyn-Noranda ne soient pas rendues publiques. Il s'agit d'une annexe qui aurait été retirée du rapport sur l'étude. Imagine-toi, là, c'est arrivé en 2018 qu'il y avait cette information-là, parce qu'on sait qu'il disait que l'information était là, tout ça. Là. Ça sort aujourd'hui, là. Mais c'est juste pour montrer, puis je dis pas qu'il est coupable, il n'est pas coupable. Je vous donne l'article qui est paru, puis si on regarde vraiment, aurait caché des informations, là. Et c'est une enquête qui est en cours, là. Mais est-ce qu'on peut faire confiance vraiment à nos gouvernements quand on nous cache des choses comme ça qui ont rapport avec la santé du public? Pas certain. Je conclue quand c'est un rendu peu, tu joues avec la santé de tes citoyens, là, ben oui, ça pose des questions sur la légitimité des gouverneurs de gouverner. On vote pour eux autres afin qu'ils prennent bien soin de nous. Puis ils cachent des informations. Mais finalement, c'est d'eux qu'on devrait avoir peur. Ça n'a pas d'allure. Là. Mais non, ça n'a pas d'allure. Notre siècle a connu des guerres sanglantes. La Première Guerre mondiale, on parle de 20 millions à peu près de morts. Oui. La Deuxième Guerre mondiale, on parle de 60-80 millions. Ça dépend de ce qu'on regarde un peu sur Internet. Pourtant, un fait choquant est le nombre total de personnes tuées par leur gouvernement. 262 millions au cours du siècle. Dépassé déjà de loin celui de toutes les guerres nationales et internationales. Pensez-y, là. 262 millions de personnes sont mortes, c'est plus que les guerres, là, par leur propre gouvernement. C'est malade. Si on fait juste, j'en ai sorti une couple, dont Joseph Staline, qui a enlevé les armes, puis il en a tué 20 millions de ses citoyens, là. Pol Pot a enlevé les armes et a tué 2 millions de ses citoyens. Adolf Hitler, on le sait, a enlevé les armes et a tué 13 millions de ses citoyens. Mao Tse-tung, lui, a enlevé les armes, il en a tué 20 millions, mais aussi, durant son règne, là, on parle plus de 75 millions. Donc, c'est du monde, ça, là, qui ont été tués. Élus par le peuple. C'est ça, élus par le peuple, tués par leur gouvernement. C'est sûr que dans ces gouvernements-là, on a des gouvernements qui sont communistes, mais
notre gouvernement ici dit que c'est une bonne affaire, le gouvernement communiste chinois, là, tu sais. Ouais. Alors, c'est épeurant ce qui se passe, puis il ne faut pas oublier ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, que les gens auraient dû avoir plus peur de leur gouvernement, là. Ouais. Et M. Rudolph Joseph Rummel, né en 1932, était un politicologue américain, professeur de l'Université de l'Indiana. Ouais. Il est allé à Yale et à Hawaii aussi. Il a écrit un livre qui s'appelle « Death by Government ». C'est fort comme titre, là. Ah, là, JP, tu es allé décrocher ça loin. Oui. Et puis, c'est lui qui a inventé le mot « démocide ». Alors, démocide, on entend souvent ça, là, infanticide ou féminicide. C'est la première fois que je le voyais, celui-là, démocide. Le démocide est un terme pour décrire le meurtre intentionnel d'une personne désarmée ou non armée par des agents gouvernementaux agissant en leur qualité d'autorité et conformément à la politique gouvernementale ou du haut commandement. Tu sais, quand on dit que les policiers sont responsables, le monde sont responsables sur le plancher de tout ce qui se passe, là. Alors, juste pour te mettre en perspective, 262 millions, là, on parle que si on mettait les corps, tête à pied à terre, là, on les alignait tous, puis il y aurait en moyenne 5 pieds, là, tu ferais 10 fois le tour de la Terre. Juste pour donner une idée, c'est quoi 262 millions, là? Alors, c'est pour ça que quand ils ont fondé l'Amérique du Nord, quand les États-Unis ont commencé, ils ont fait la Constitution et c'était pour protéger le peuple contre le gouvernement, contre les abus qui pourraient arriver dans le futur. Alors, ils ont fait ça. Entreprises, les employés dans les entreprises ont rentré des syndicats pour se protéger de leur employeur. Puis là... Puis c'est ça, eux ont fait la Constitution pour se protéger de leur gouvernement potentiellement méchant. Alors, là, on a la liberté de parole, on a la religion, le droit aux armes, la vie privée, le droit de ne pas répondre, le Fifth Amendment, là, le droit à la justice, la punition déraisonnable. Alors, ça vient de nos gouvernements qu'il faut se méfier si on veut, là. L'histoire est sur le point de se répéter, puis je ne sais pas s'il est prophète, mais j'aimerais ça qu'on écoute M. Biden. C'est une petite vidéo qui est une vingtaine de secondes, là, mais vous allez voir que lui, dans cette vidéo-là, demande de l'argent pour avoir des injections pour les enfants et pour la deuxième pandémie qui est à l'horizon, qui s'en vient. Il sait déjà, lui, qu'il y a une deuxième pandémie qui s'en vient. On écoute ça. On regarde ça. We do need more money, but we don't just need more money for vaccines for children eventually. We need more money to plan for the second pandemic. There's going to be another pandemic. We have to think ahead. And that's not something the last outfit did very well. That's something we've been doing fairly well. That's why we need the money. Tu vois, là la question n'est pas s'il va y avoir une deuxième pandémie, parce qu'on le sait, selon lui, qu'il y en a une, c'est quand qu'elle s'en vient. Là. C'est ça. Quand elle va arriver, là. C'est spécial, pareil, là. Il est rendu prophète ou il y a quelqu'un qui y a sifflé à l'oreille, comme disait Sylvain tantôt, là? Oui, bien, c'est clair, c'est clair. Hey. Alors, si on regarde dans Ésaïe, on dit « Ésaïe 5, malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Parce que tout au long de la COVID, on s'est fait sermonner avec Romains 13. Là. Ouais. Puis moi, Romains 13, ça dit, en effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas à craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Mais présentement, si on se fie même à ce que Jacques Bouchard disait, même le gouvernement, là, il est en train de laisser sortir les gens là, au point de vue criminalité. Le bien et le mal et bien, c'est tout inversé. Là. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il faut craindre si on fait le bien. Ça n'a pas de sens. Là. Et non, ça n'a pas d'allure. Hein? Et puis, ça m'amène à 2 Timothée à la fin. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Donc, c'est ça qui s'en vient. Sommes-nous rendus à ce temps-là? Présentement, tout ce qu'on parle, que nous, on pense qui est bien, certains le voient comme du langage haineux ou le voient comme le mal. Alors, où est-ce qu'on est rendu dans le temps? Je vois vraiment que ce temps de Timothée dont il parle est à nos portes. Là. Ouais. Alors, tout ce qui s'en vient, est-ce que les gens, la question que j'ai posée tantôt revient, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à notre gouvernement, les yeux fermés, puis d'obéir à tout ce qu'il va nous demander dans les prochains mois avec tout ce qui s'en vient, ou au moins, je ne vous demande pas de prendre les armes, là, mais je vous dis, posez-vous la question. Absolument. Hein? Tu as raison, JP, puis tu sais, on parle, la Bible qui a fait tellement de bien à nos parents, nos grands-parents pendant tant d'années. Aujourd'hui, c'est rendu un livre qu'on qualifie de discours haineux de plus en plus.
Et ça pue de bon Même sens. l'Amérique du Nord, les États-Unis, on parle quand c'est Washington qui est allé se mettre à genoux, puis quand il a fait sa déclaration, puis il a dit qu'on ne doit pas s'éloigner de Dieu, tout ça. Mais là, Dieu, on l'a mis dehors des écoles, on l'a mis dehors partout. Il y a certaines églises qui l'ont peut-être mis dehors aussi. Alors... oui, tu as raison. En tout cas, c'est une super chronique qui nous pousse vraiment à réfléchir ce soir. Donc, merci beaucoup, Jean-Pierre. Tu as bien fait de nous la livrer. Qu'est-ce que tu as apprécié cette année? Est-ce que tu es avec nous depuis pas mal le début? Oui, depuis pas mal le début. Je pense que la qualité des chroniqueurs, tu sais, on parle du studio qui est beau, tout ça, là, mais les chroniqueurs n'arrêtent pas d'augmenter la qualité. Les gens qui sont ici, c'est des gens qui maîtrisent leur élément, qui maîtrisent ce qu'ils font. Et on en a de plus en plus, en réserve même que les gens n'ont pas vu. Alors, c'est très encourageant de voir l'avancement de tout ça. Et puis, je te félicite comme chef d'antenne, comme disait Héloïse tantôt, là, je pense que tu fais un excellent travail. Et les gens, quand ils viennent ici, la façon que tu leur parles, tu les questionnes, ils brillent. Ouais. Alors, il faut qu'ils mettent plus de maquillage pour pas qu'on brille trop, là, mais je pense que tu fais un excellent travail. Puis, je pense que le mois de septembre et l'été aussi, tout ce qui va se passer, les panels, ce que tu as parlé tantôt avec Sylvain, ça va être très intéressant. J'ai bien hâte personnellement de voir ça. Oui, je sais. On va avoir beaucoup de plaisir. Puis on a un beau voyage de moto aussi d'organiser cet été. Oui, monsieur. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Hey, merci beaucoup, Ça fait Jean-Pierre. plaisir. Vous savez, à chaque semaine, on en fait la mention, mais si vous voulez recevoir une Bible gratuitement livrée à votre domicile, puisque comme Jean-Pierre le fait régulièrement, il fait vraiment l'analogie entre ce que la parole de Dieu parle, la Bible dit, et l'actualité d'aujourd'hui, puis il le fait extrêmement bien. Donc, si vous voulez avoir une Bible, vous avez juste à écrire à info@theovox.tv, et puis ça va nous faire plaisir de vous en livrer une à votre domicile. Avec tout ce que Jean-Pierre a dit ce soir, il parlait, c'est-tu un prophète, c'est-tu un faux prophète? Ça me fait penser à moi à un verset dans la Bible qu'on retrouve dans Matthieu 24, les versets 11 à 14, puis je vous le lis, ça va comme suit. Ça dit, Matthieu 24, verset 11, « De nombreux faux prophètes surgiront à la fin des temps, la fin du monde, à la fin des temps. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez, je trouve ça fascinant de voir le paradoxe, parce que le mal ne cessera de croître d'un côté, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Vous savez, l'antidote à tout ce qu'on vit aujourd'hui dans notre communauté ou dans notre société, alors que le mal s'accroît, alors que le mal est devenu bien et le bien est devenu mal, l'antidote pour nous aider à passer à travers tous ces fléaux auxquels l'humanité fait face, c'est Jésus-Christ. Et 2 Timothée 4,7 va comme suit. Je l'ai mentionné la semaine dernière. Je voulais terminer avec ce verset-là aujourd'hui. Ça nous dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Vous savez, quand il y a une chose que j'ai réalisée, c'est que des fois, on peut mal commencer notre course. On peut peut-être mal commencer notre vie, on peut s'enfarger. L'important n'est pas tant la façon dont on débute notre vie, l'important se retrouve la façon dont on termine notre vie. Et c'est pour ça que dans 2 Timothée 4,7, l'apôtre Paul va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et ma prière pour chacun d'entre vous ce soir, c'est que vous aussi, là où vous êtes, dans votre domicile, là où vous nous écoutez, que vous puissiez arriver à la fin de votre vie et dire le même propos que l'apôtre Paul dira « J'ai combattu le bon combat, je vais achever la course. Mais au-delà de tout ça, j'ai gardé la foi. »